Après, là où il y avait les flics tout à l'heure. On va essayer de rentrer à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'aller dans la rue. Non. Elle est ici avec vous. Merci. Elle est ici. Bonjour Rita, je vais faire un beau souvenir parce que ma maman s'est battue nuit et jour pour sauver mon frère Philippe du coma, qui a été sous coma pendant 6 mois, coma profond, assistance respiratoire, et qui s'en est sorti, alors que les médecins disaient qu'il était condamné. Donc je tiens à dire que Vincent n'est ni dans le coma, ni sous assistance respiratoire, qu'il est simplement nourri et alimenté, ce qui pour moi ne sont pas des soins. Voilà, donc je suis de tout cœur avec vous. Merci madame. Voilà. La situation étant particulièrement tendue, puisque demain nous attendons Non, c'est la résidence. Levez-nous bien. David, tu peux me couvrir la tête. La famille seulement, monsieur. On a nos enfants. C'est pas possible. Non, c'est en France. Impossible. Merci, monsieur. Merci, on peut faire vous. Des mots stratos à force publique. Monsieur. Le ciel, on va
La sécu, s'il vous plaît, poussez-vous un peu, merci. Cette mère qui défend son fils et ce père qui défend son fils. Mais ça fait rien, il y a votre présence. Tout le monde, il y a 1 millier de personnes, c'est pas possible qu'un millier de personnes. Mais ça fait rien. Ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est qu'elle ait vu toute cette foule qui était là pour venir le soutenir. C'est ça qui est important. C'est là. 6 minutes. La phrase que le Christ avait prononcée, tout ce que vous demanderez en mon nom, Depuis tant d'années, il n'a pas été possible de l'accueillir dans une unité spécialisée, dont les médecins sont très nombreux à réclamer. Ça vient d'où cette histoire? Mais on n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée. C'est la grande question qu'on pose, c'est qui s'oppose à son transfert de la... On vous a interdit le transfert? Ah, mais moi, on m'a rien interdit. Mais les parents réclament à chaque fois. Mais comment ça se fait que ça ne puisse pas se faire? Mais c'est la grande question qu'on pose aujourd'hui. Et qu'on pose depuis tant d'années. Hein. Lors de la vidéo, on demandait la même chose. On disait, on le transfère, enfin transférez-le dans un établissement adapté où on lui apportera les soins dont il a besoin, etc. On a même lancé une opération, un fauteuil pour Vincent, pour qu'il puisse être sorti, voir un petit peu autre chose que le fameux plafond de sa chambre. Ce fauteuil, on n'a jamais pu lui offrir. Aujourd'hui, on a une somme d'argent sur un compte. On n'a toujours pas pu l'allouer à quelque chose pour Vincent. Le corps médical, là, pour le coup, s'y est opposé. C'est fin de non-recevoir. C'est-à-dire que les courriers, les appels, les mails, personne ne m'a répondu. Ça, je l'ai fait en mon nom propre, évidemment, mais c'était pour apporter un bien-être à Vincent. Et je n'ai pas pu, hélas, le mettre à exécution. Alors je rassure tous les donateurs que, évidemment, cet argent va servir pour Vincent et sa famille le jour venu, on en aura besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un problème dans l'accueil de ce handicap. Pourquoi Vincent ne peut-il pas être traité comme les handicapés de son état? Voilà. Votre prénom est Emmanuel. Je tourne, Emmanuel. GUEPI. Amitié de soutien, Vincent. Après, j'espère juste que vous transmettrez ce que vous dites. Parce que les interviews, je les compte même. En revanche, les trucs que j'ai... Oui, désolé. Non, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Vous les enverrez ensuite. C'est l'avantage des deux équipes. Oui. On envoie ça comme ça ici. On envoie tout de suite. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vergine seculo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Christus Regnat, Christus, Christus impera. Maintenant et à l'heure de notre mort. D'accord. Là-haut? Jean Forestier, enchanté. On a tous Il y avait une aidante dans ma jeunesse. Je vois que je suis On va te trouver dans les médias, on peut aller regarder les intégristes, les traditionnalistes, les machins. Et dans les médias, on va passer pour de l'intégriste, des traditionnalistes, des gens complètement encore demeurés. Ça, c'est insupportable. Je suis catholique, mais pas du tout faisant une confusion comme ça. L'Église, c'est lamentable. Alors, petite précision, les chants à Marie et les chants à latin, c'est pas... Mais non, mais ça n'a pas... Ça, c'est une chose. Mais ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous avez dit que c'est des chants intégristes, etc. C'est un comportement intégriste. On l'a vu dans tous les trucs de la manif pour tous. À la fin, il y avait ça. Non, je peux comprendre. Moi, je suis catholique aussi, mais je peux comprendre. Quand on prend une cause, il y a la religion qui prend le pas un peu trop, ça peut galvaniser certaines choses. Enfin, ça peut masquer certaines choses et faire passer pas forcément un bon signal, surtout si on est contre. Je voulais tout d'abord, au nom de mes parents, vous remercier de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui. Ça nous touche énormément. Aujourd'hui, c'est un glaive de douleur qui transperce le cœur de ma mère. Vincent est handicapé. Il n'est pas en fin de vie. Il respire comme vous et moi. Il n'a même pas de canule. Vincent, nous l'avons encore vu hier. Il était très bien. Docteur Sanchez a décidé d'arrêter son alimentation et son hydratation. S'il arrive à ses fins, nous pourrons dire que la première euthanasie légale aura lieu en France. Et tous ceux qui se frottent les mains à voir cette échéance, demain diront « Mais vous voyez dans quelles conditions il est mort. Il faut abroger la loi Leonetti et faire une nouvelle loi. » Franchement, aujourd'hui, comme j'ai dit ces derniers jours, j'en appelle à ma famille, à Rachel, son épouse, à mes frères et sœurs, qui ne se rendent pas complices de cette barbarie qui s'annonce. J'en appelle au ministre de la Santé, qui ment en disant que Vincent n'est pas handicapé. Si une personne tétraplégique n'est pas handicapée, qu'est-ce qu'elle est alors? J'en appelle également au président Macron. Il n'y a que lui maintenant, qui peut faire changer la donne. Il s'assied sur les conventions internationales. Il crache au visage de Vincent. J'en appelle également à tous ceux qui ont un pouvoir quelconque pour faire arrêter cette barbarie. C'est vraiment une barbarie. On vous ment en permanence. Vincent n'est branché à aucune machine. Il est seulement alimenté et hydraté comme des milliers de personnes en France. Comme Michael Schumacher. Nous ne savons même pas à l'heure qu'il est. Comment ça va se passer? On n'a aucune information. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le sortir de là? Et c'est bien ça le problème. Et cette question va nous hantir toute notre vie. Pourquoi on refuse le transfert
de Vincent dans des établissements spécialisés. Il y en a énormément, énormément qui veulent l'accueillir. Dictature. Madame Macron, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Vous comprenez, je pense, la douleur d'une mère et d'un père à qui on annonce qu'on va le laisser mourir et de faim, contrairement à certains spécialistes, oui, des gériatres. Ce ne sont pas des spécialistes en EVC-EPR. Il y en a plusieurs ici, dans l'assistance, qui nous soutiennent depuis le début. Vous, les journalistes, allez les voir, qui vous expliquent comment ça se passe dans leur service. Comment voulez-vous que Vincent, dans un service de soins palliatifs, puisse avoir un projet de vie? C'est un projet de mort. Depuis des années, nous devons présenter notre pièce d'identité à chaque visite. À chaque visite. Nous avons des horaires imposés pour venir le voir. Imposés. Pour ma part, je n'arrive même plus à pouvoir l'accompagner comme je le souhaitais, comme je le faisais toutes ces années précédentes. Aujourd'hui, juridiquement, certainement, on a été certainement au bout, bien que nos avocats, nos formidables avocats, qui se battent jour et nuit, essayent encore de faire quelques procédures. Est-ce qu'il n'est pas possible de porter plainte pour homicide? Vous avez vu un communiqué de nos avocats qui est paru aujourd'hui. C'est certainement ce qui va se terminer. Très bien. Mais le temps pour nous maintenant est à la prière. Il n'y a plus que ça. Et notre devoir est d'accompagner Vincent. Et comment allons-nous l'accompagner? Nous ne savons même pas encore aujourd'hui. La prière. Oui, qu'on vous entende. La puissance de la prière au nom de Jésus. Mais franchement, les journalistes, allez voir les services EVC-EPR. Allez voir. Notre combat, il est forcément pour Vincent, mais il est aussi pour les 1500, 1700 personnes qui sont dans la même situation. Qu'est-ce qui va advenir d'eux après? Les familles sont extrêmement inquiètes. Extrêmement inquiètes. Elles nous contactent régulièrement. Le risque de la généralisation conduira à la légalisation de l'euthanasie. Mais forcément, ça ira au-delà de ces 2000 personnes. Ce seront les autistes, les vieillards, les malades, toutes les personnes qui seront en situation de dépendance. Mais nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Mais on devrait... Pourquoi les médecins n'ont jamais voulu voir ces vidéos que nous faisons de Vincent avec lui? Je vous assure, régulièrement, Vincent nous regarde, tourne la tête quand nous sommes là. Quand vous arrivez à capter son regard, il y a énormément d'émotions qui passent dans son visage. Lorsque le Dr Sanchez a décidé de nous annoncer sa décision finale, mes parents à qui nous avions demandé d'aller prendre un petit peu de repos, ils pensaient que ces 6 mois qui étaient imposés à la France allaient leur permettre de reprendre un petit peu de force. Ils venaient d'arriver. Et là, un mail apparaît, annonçant la décision de mort sur Vincent. Quand Vincent a vu ses parents, il a tourné la tête, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Vincent sent ce qui se passe autour de lui. Monsieur. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, je l'ai vu, on m'a dit, c'est ton avocat qui est venu, on dit ce qu'on veut. Mais nous avons ces preuves. Ils ne veulent pas les regarder. Dr Sanchez, lors des collégialités, n'a même pas voulu ouvrir ces vidéos. Là, quand Vincent a pleuré, il y a eu un témoin. Oui, il y a eu un témoin du service, il nous a bien dit, il pleure, parce que précédemment on nous disait qu'il faisait de la conjonctivite. Oui. Et il paraît qu'il a essayé de parler, de s'exprimer. Il fait des vocalises régulièrement.
peut pas appeler ça de la parole au sens strict. Oui, mais ça voudrait sortir et ça peut pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ressent Vincent. On ne sait pas quel est son degré de conscience. Quand j'entends certains spécialistes dans les médias dire que Vincent a un électrocardiogramme plat, mais nous ne serions pas là aujourd'hui, nous le laisserions partir, nous serions dans de l'acharnement thérapeutique à vouloir continuer. Mais Vincent est handicapé et on ne veut pas lui reconnaître ce droit, alors qu'il a un dossier d'handicap au Conseil général de la Marne. Qu'est-ce qui interdit son transfert? Vincent est sous tutelle. Nous sommes bloqués tant que la tutelle, que nous avions demandé qu'elle soit totalement indépendante à la famille. La famille est tellement déchirée qu'il fallait que la tutelle soit indépendante. Et non, ils ont nommé son épouse. C'est ça qui fait blocage. Si l'épouse demandait le transfert de Vincent, mais ça ferait déjà des années qu'il y serait. Nous avons encore eu 3 établissements qui nous ont dit il y a une place qui est prête, qui attend Vincent. Nous n'avons jamais eu de projet de vie pour Vincent. Jamais, jamais, jamais. Les médecins manquent d'humilité. Ils nous ont dit on a tout tenté. Oui, on ne le reproche pas de ne pas l'avoir ramené comme on espérait le revoir. Mais maintenant, son état est stabilisé depuis des années. Avant d'être à Sébastopol, il était à la résidence des Capucins, pas très loin d'ici. Nous pouvions le sortir en fauteuil. Nous pouvions partager des moments familiaux avec nous. Il était parmi nous. Il partageait notre vie. Depuis qu'il est arrivé à Sébastopol, il n'a jamais remis le nez dehors. Il ne sait même plus ce que c'est que le vent qui passe sur son visage. C'est honteux! C'est honteux! Barbarie. On demande qu'il soit mis en fauteuil. On demande que la circulaire de mai 2002 soit appliquée sur Vincent. Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. Et vous savez, on vous dit qu'ici, c'est un établissement spécialisé. Mais il n'y a plus de lits, les lits sont fermés en EVCEPR. Vous allez à l'accueil, c'est marqué soins palliatifs. Alors qu'auparavant, c'était indiqué soins palliatifs, service de VCEPR. Comment voulez-vous que le personnel en soins palliatifs, qui fait un accompagnement à la mort, puisse psychologiquement passer d'une chambre où quelqu'un va peut-être partir dans les jours qui suivent, accompagner les familles, et d'un seul coup arriver dans la chambre de Vincent et avoir un projet de vie sur lui? Non, psychologiquement, c'est pas possible. J'en appelle également, justement, à tout ce personnel médical qui n'est pas d'accord. Vous savez, ici, beaucoup ne sont pas d'accord de ce qui se passe. Qui le disent, qui disent à Dr Sanchez qu'ils ne veulent pas être des complices de cette mort. Parce que lui, il va arrêter l'hydratation, il va le mettre en sédation profonde, et ensuite, qu'est-ce qui se passera? C'est le petit personnel qui va faire le sale boulot. Est-ce que vous portez plainte contre Sanchez? Oui. Il y a de fortes chances que ça arrive, que mes parents le fassent. Il faut le faire dès demain matin. Et pourquoi ils ont laissé la tutelle à sa femme qui veut sa mort? Sa femme veut Je ne sa suis mort. pas juriste, madame, je ne suis pas juriste. Il faut porter plainte dès demain matin. Monsieur. Voilà, je vous remercie beaucoup vraiment de votre présence. Ça fait chaud au cœur. Utilisez, je vous en supplie, utilisez les bons termes. Utilisez les bons termes. Vincent n'est branché à rien. On ne va pas le débrancher. On va arrêter son alimentation et son hydratation. Ce n'est pas la même chose. Si Vincent était sur respirateur artificiel depuis toutes ces années, certainement que nous n'en serions pas là. Nous serions certainement dans un acharnement thérapeutique. Quand vous arrêtez un respirateur artificiel, dans les minutes qui suivent, la personne s'en va. Mais Vincent n'a plus rien, il est passé par ce stade-là, il n'a plus rien, il n'a même plus la canule, il n'a plus rien, il respire comme vous et moi.
Est-ce que je peux dire quelque chose qui, je pense, peut frapper toute la population française, il me semble. C'est que son sort, si je comprends bien, il est lié au hasard du service dans lequel il est tombé. Il y a d'autres services qui le prendraient. D'autres services le prendraient, énormément de services le prendraient. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que selon là où on tombe, la décision est légale dans les deux cas, avec une décision opposée, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. C'est la tutelle qui bloque tout. Mais oui, mais enfin... C'est une sorte d'aveu d'échec parce qu'ils n'ont pas réussi à faire... C'est-à-dire que le droit a fait quelque chose qui bloque l'humanité. La chose humaine qu'il faut faire. Donc il faut décoincer les choses. Mais on ne peut pas, on n'a pas... Il y a l'ONU qui dit qu'elle peut étudier la chose. Mais vous avez bien entendu, comme vous et moi, l'ONU a décidé de s'asseoir sur ces mesures provisoires. On leur demande de maintenir ces 6 mois de mesures provisoires. La France. Pardon, la France, excusez-moi. La France. Et l'ONU l'a rappelé fermement vendredi dernier à la France de respecter. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est ça qui est énorme. Xavier, on a la chance d'avoir énormément de médecins qui nous entourent. Je voudrais vous poser une question. J'ai entendu dire que l'infirmière du CHU avait donné sa démission parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais il y en a eu plusieurs dans ce service. Il y en a eu plusieurs dans ce service. Il y en a plusieurs. Ah. Bon, quand même, il y a plusieurs il y en a plusieurs. Mais énormément de médecins ici ne sont pas d'accord. Alors voilà. Je ne veux pas accaparer, mais est-ce que je peux dire? Il y a plein de... Aidez le professeur. Permettez-moi de me présenter, je suis Dr Xavier Ducrot, je suis professeur de neurologie à l'Université de Lorraine, chef du service de neurologie du CHR de Metz-Thionville. Je suis conseil médical des parents de Vincent Lambert, de David et Anne depuis 2013. Un conseil médical qui depuis 2015 ne peut plus accéder à son patient. Il m'est interdit de voir Vincent Lambert depuis 2015. Et vous comprenez que pouvoir conseiller les parents dans ces conditions, c'est un exercice difficile, qui n'aime pas la justice. Ce que je voudrais dire, mon mot sera médical. Mon credo, c'est le serment d'Hippocrate. Bravo. En 1986, j'ai prononcé ce serment dans lequel je disais « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai pas délibérément la mort. » C'est la raison pour laquelle, depuis 2013, je soutiens cette famille, essaye de protéger la vie de Vincent, à laquelle on veut attenter. Il ne s'agit pas de laisser, d'abord Vincent, comme vous le lisez dans les médias, n'est pas un symbole, c'est une personne, il est marié, il a une fille, il a été victime d'un accident qui lui a laissé des séquelles lourdes, très lourdes, qui l'empêche de communiquer de façon certaine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas échanger avec l'un ou l'autre si on se donne la peine de prendre le temps, de l'apprivoiser, de l'écouter, de le regarder. Une maman, plus que quiconque, sent ce que vit son fils, plus qu'un médecin, plus qu'une infirmière, plus que n'importe qui d'autre. C'est pour ça que... C'est pour ça que Viviane, sa maman, est la plus à même de dire ce que ressent Vincent. Non, sans marge d'erreur, sans risque de se tromper. C'est tellement difficile de savoir ce qui se passe dans la conscience de Vincent, parce que Vincent, de conscience, s'il n'en a qu'un faible niveau, personne n'ose dire qu'il n'en a pas. Entendre de mes confrères, de mes collègues, professeurs d'université, docteurs en médecine, dire de Vincent qu'il n'a plus de vie que biologique, c'est un mensonge, c'est une ineptie. Quand notre ministre des Solidarités et de la Santé dit de Vincent qu'il n'est pas en situation de handicap, qui peut le croire? Qui peut le croire?
Oui, elle est médecin, professeure de médecine. Je ne pense pas qu'elle se trompe. Elle tronque la vérité. Donc Vincent est en situation de handicap et à ce titre, on lui doit 2 types de soins. Des soins de base qui lui sont remarquablement prodigués dans ce service de soins palliatifs. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais tous les soins qui visent à le stimuler, à essayer d'éveiller sa conscience, à lui donner un projet de vie, à le sortir, à le mettre au fauteuil, à le caresser, à le masser, à le stimuler de toutes les façons, par la voix, par le geste, par les odeurs, par... Ceci n'est rien fait. Nous sommes dans une situation d'obstination non thérapeutique depuis 6 ans. Je vais redire ce qui m'a été donné l'occasion d'écrire dans quelques colonnes, que vouloir aujourd'hui faire mourir Vincent Lambert, c'est enterrer Hippocrate. Je ne provoquerai pas délibérément la mort. Que va-t-on faire demain, ici, dans cet hôpital? Arrêter la nutrition et l'hydratation de Vincent Lambert, nutrition-hydratation qui ne pose aucun problème, qui ne lui occasionne aucune gêne, ce qui pourrait être fait à domicile. Beaucoup de patients sont à domicile pour différentes maladies avec une gastrostomie, ça n'a rien d'extraordinaire. On peut même y faire passer par cette gastrostomie des nutriments tout à fait normaux pour des raisons pratiques dans un hôpital. On utilise un conditionnement hospitalier, mais ceci, ça pourrait être ce que les uns et les autres à la maison mangent. Donc il n'y a pas là un moyen disproportionné à l'état de Vincent Lambert. Est-ce que Vincent Lambert est en maintien artificiel de la vie, parce qu'il est nourri artificiellement? Je reprendrai l'image qui m'est venue il y a quelques années. Nourrir Vincent dans un hôpital avec une sonde de gastrostomie, est-ce différent d'un nouveau-né dans les bras de sa nourrice, nourri avec un lait artificiel par un biberon? On est au même niveau d'artifice. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas de maintien artificiel de la vie, sauf à estimer que la vie de Vincent Lambert ne vaut plus d'être vécue. Qui peut le dire? Sinon quelques bien portants, effrayés de se trouver un jour dans cette situation. Hasard de l'actualité, providence, le lendemain de la décision du Conseil d'État, nous apprenions qu'une femme saoudienne en état végétatif depuis 27 ans, venait de sortir, de pouvoir récupérer une capacité de communication. La première chose qu'elle a demandé, à votre avis, c'est quoi? Quelle était sa première question? Son fils. Voilà, elle a appelé son fils. Elle n'a pas demandé la mort, elle n'a pas réclamé la mort. Et les quelques exemples que l'on a ces dernières années de personnes sorties d'un état végétatif prolongé de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, à ma connaissance, aucun n'a demandé à mourir, tellement heureux de retrouver la vie. Donc redonnons à Vincent un projet de vie. Il est doublement enfermé dans son corps et dans sa chambre qui est une cellule. Prison, prison. Oui, prison. Prison. Et voilà, redonnons-lui un projet de vie, mettons-le dans transférons-le dans une unité. Toutes les personnes auxquelles je parle me disent, mais pourquoi il n'est pas transféré? Pourquoi on ne le transfère pas? Personne ne peut comprendre. Quelle honte y aurait-il pour cette équipe? Quelle honte y aurait-il pour sa famille? Quelle honte y aurait-il pour ce CHU? Quelle honte y aurait-il pour la justice française que de transférer Vincent, de le mettre dans une équipe, dans un centre habitué à ce type de patient, où il n'y a pas cette confusion entre des soins de fin de vie et un projet de vie dans la durée pour une personne lourdement handicapée. Bravo.
type de personnes handicapées, tantôt moins réactives, tantôt un peu plus. Donc il relève à ce titre des soins qui sont ordonnés par la circulaire ministérielle de mai 2002, qui regroupe ces patients dans une unité spécialisée, qui définit le type de soins. Kinésithérapie quotidienne, orthophonie, stimulation sensorielle, sortie, mise au fauteuil, tous soins qui sont refusés à Vincent Lambert. Les 1700 autres, non, je suis moi des patients qui ont ce même état de conscience altéré, qui sont de domicile. J'ai un patient à Thionville qui est à la maison, c'est son épouse qui s'en occupe. Donc ces patients peuvent même être pris en soins, vivre à domicile. C'est pas simple, j'en conviens. On est dans un pays qui met aussi à notre disposition des aides humaines qui peuvent le permettre. Les patients sont incarcérés ici. Mais c'est le but. Je le crains effectivement, c'est-à-dire que Vincent Lambert n'est pas différent des autres personnes qui partagent sa condition, son handicap. Par conséquent, ce qui s'appliquait à lui, peut demain s'appliquer à tous les autres. Alors on dira surtout que, pour rappeler l'histoire, j'ai la chance d'être là depuis le début, jamais l'épouse, jamais aucun des membres de la famille n'a fait part avant 2012, avant que les médecins se mettent à penser que peut-être Vincent Lambert voulait mourir. Personne de la famille n'avait dit de lui qu'il n'aurait pas voulu vivre dans ces conditions. Ça a été suggéré par un jugement médical, une erreur médicale. Pas peur des mots, une erreur médicale au départ. La logique qui s'est mise en place. Donc voilà, effectivement, on peut craindre, il faut le craindre que cette situation se généralise. La loi Leonetti a quand même été, je pense, complétée en 2016 en permettant, en donnant d'abord à la nutrition artificielle le statut de traitement, qui n'était pas le cas auparavant, et deuxièmement, en permettant une sédation profonde, continue, jusqu'à la mort, qui, à mon sens, dans ce cas particulier, est une euthanasie. Ne nous fondons pas de mots. On va priver Vincent Lambert de nutrition et d'hydratation. Vincent Lambert ne sera pas conscient, il n'aura pas de sensation de faim ou de soif. Pourquoi on va lui mettre une sédation? En 2013, il a résisté à 31 jours de privation de nutrition avec une hydratation minimale. On va recommencer demain. On va mettre une sédation qui va immanquablement accélérer les choses. Dans des pays voisins, on appelle ça une euthanasie, voire un suicide assisté si la personne l'avait demandé. En France, non, c'est la loi Leonetti. Mais c'est une pourriture, Est-ce que rapidement, vous pouvez justement, pour nous sommes au courant, nous redétailler les points importants de cette loi Leonetti? Qu'est-ce qu'elle a changé par rapport à la législation qui existait précédemment? La loi Leonetti, c'est... Alors, attention, parce qu'il y a une méprise qui, à mon avis, n'est pas innocente. L'intitulé initial de la loi, c'est la loi relative aux droits des patients et à la fin de vie. Tout le monde pense que c'est une loi relative aux droits des patients en fin de vie. Donc, le législateur, en tout cas l'initiateur de la loi, a voulu, dès 2005, date de cette loi, a clairement voulu que ce que l'on pouvait admettre pour une personne en fin de vie, de limiter certains traitements, parce que plus la personne s'approche de sa mort, il y a des choses qui deviennent franchement inutiles, on puisse les limiter en fin de vie, puisse s'appliquer à des personnes qui, elles, ne sont pas en fin de vie. Donc qui? Sinon, par exemple, des personnes lourdement handicapées, peut-être demain des autistes, ou des gens qui ont des maladies psychiatriques sévères, ou des maladies de l'intelligence sévère. Pourquoi que ça puisse s'appliquer à eux? Cette loi Leonetti, elle est en principe là pour dire aux médecins ni acharnement thérapeutique ni euthanasie, comment se situer entre les deux. Il est malheureux qu'à l'occasion de cette histoire de Vincent Lambert, il n'ait pas été revu pour ce type particulier de patient, l'encadrement de la procédure collégiale. On nous a dit que la procédure collégiale avait été faite ici, j'y ai en partie participé, très modestement. C'est pas dans ce sens-là. Il y a une décision qui est prise au départ et qu'on va encadrer. On engage une procédure collégiale, on n'a pas la réponse à la question. On ne sait pas ce qu'on va faire. La réponse était connue d'avance. J'en ai été le témoin. Donc il y a une mascarade. La
procédure collégiale peut être une véritable mascarade, malheureusement. Alors qu'elle est une belle occasion de décider avec les proches, avec l'ensemble des personnes qui approchent le malade, de décider de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on se trouve à faire, ce qui est légitime de faire, ce qui n'est plus légitime de faire. C'est pas ce qui a été fait pour Vincent Lambert. Vous comprenez qu'on envisage de porter une plainte pour homicide contre l'un de vos confrères? Ah oui. Oui. C'est qu'il trahit le serment d'Hippocrate. Ah ben, finalement. Qu'est-ce que c'est sinon qu'un homicide? Ah oui, sinon c'est pas un homicide, quoi. Changer de définition. Vous n'avez quelqu'un qui n'est pas malade, pas de maladie, qui n'est pas en fin de vie, dont la nutrition artificielle ne pose pas de problème particulier. Tout le monde s'imagine Vincent branché partout. Vincent n'est pas branché. On pourrait venir là, il n'y a aucun tuyau, on ne voit rien. On ne voit rien. Il n'est pas branché, il respire tout seul. Il a des rythmes de sommeil, il a les yeux éveillés, de temps en temps, il se repose, il vit. Donc il n'y a rien qui menace immédiatement sa vie. Et demain, on va le tuer. Pas le laisser mourir. On va le tuer. Il a résisté déjà 31 jours en 2013 avec aucune nourriture. On va le faire mourir. C'est ce qu'ailleurs on appelle une euthanasie. On ne va pas l'appeler comme ça en France, on l'appelle autrement, mais on va faire mourir Vincent. C'est au-delà d'un suicide assisté d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de volonté exprimée de la part du patient. Il n'y a en plus pas de volonté clairement exprimée du patient, il n'a rien écrit. Il a son accident en 2008, il est infirmier, la loi date de 2005, les directives anticipées datent de 2005. Donc s'il l'avait voulu, il aurait pu écrire des directives anticipées. Il est comme les 99% des Français qui n'ont pas rédigé leurs directives anticipées, parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui peut nous arriver demain, qu'est-ce qu'on va décider, est-ce qu'on a les éléments de jugement. L'immense majorité des Français n'a pas rédigé de directives anticipées. Alors apparemment, par contre, cette décision qui a été prise, elle a été prise en corrélation avec des éléments déclaratifs de Vincent Lambert, des phrases qui disaient qu'il n'aurait pas envie de passer sa vie dans une chaise roulante, etc. Oui. Est-ce que ces phrases elles ont une valeur? Est-ce qu'elles participent du jugement? Est-ce qu'elles doivent rentrer en compte? Comment doivent-elles être prises? Ces phrases ont une valeur. Je ne sais pas qui pourrait dire « j'espère un jour être dans l'état de Vincent Lambert ». Moi qui soigne des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux, c'est mon domaine particulier, je ne connais personne qui ait envie un jour de vivre un accident vasculaire cérébral. Personne qui a envie d'avoir une maladie d'Alzheimer. Personne qui a envie d'avoir un diabète, une épilepsie, ou je ne sais trop quelle autre maladie, une sclérose en plaques pour des patients jeunes. Personne n'aspire à être malade. Et c'est le propre de l'humain, la maladie étant là, le handicap étant là, d'y faire face. Et c'est la mission de la médecine que d'aider, que de soutenir ces personnes. À une époque, c'est vrai qu'on est démunis devant la situation des personnes qui sont en état de conscience altéré, parce qu'on ne sait pas approcher leur niveau de conscience, on est démunis des moyens thérapeutiques. Il est une époque où on ne savait pas soigner les cancers. On a fait des progrès. Je pense que des travaux de recherche sur des personnes comme Vincent Lambert sont tout à fait justifiés, même s'il ne donnera pas son consentement que la loi exige. On y aspire. Quelle erreur que, à défaut de pouvoir soigner la maladie, d'éliminer le malade. Qu'est-ce que c'est que cette médecine? Là, on est à côté de... On est à côté de la plaque, quoi. Nous sommes docteur, je meurs, je guéris. Quel mot de Racine. Juste une dernière question. Il y a la peur aussi, malheureusement, qu'au-delà du fait que ces procédures soient généralisées, que le cas Vincent Lambert constitue une première étape vers ces gens qui font la promotion d'une politique de la fin de vie, ce qu'ils appellent la fin de vie avec la dignité. Depuis des années, il y a une promotion politique, notamment on a entendu Jacques Attali se prononcer sur des plateaux télé pour la généralisation de cette euthanasie. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une logique économique d'éliminer les éléments non productifs de la société? Ne m'engagez pas trop sur ce terrain-là de l'économie, parce que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est le paradoxe qu'il nous faut gérer. Soigner un cancer aujourd'hui, soigner une maladie génétique, coûte bien plus cher que de soigner Vincent Lambert. Il n'y a que à peu près 1700 personnes dans l'état de Vincent Lambert. Ce n'est pas ça qui grève le budget de la sécurité sociale. Là aussi, invoquer des arguments économiques, c'est un mensonge honteux. Beaucoup de maladies coûtent beaucoup plus cher à soigner. On dira, oui, mais pour quelle perspective de vie? N'importe. La vie qui est la sienne. Et si on applique le même traitement à toutes les personnes dans ce cas-là, ça fera beaucoup d'organes à prélever aussi en même temps. Puisque maintenant c'est obligatoire, on n'a plus de... Bon. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Moi, j'y vais. Déjà fait sur France 3. Bon, en tout cas, je vous remercie, docteur. Merci de votre conversation. On lâche rien.
Prendre un jour la décision, avec les médecins, d'arrêter les appareils. Donc, ce que je veux dire aux journalistes ici présents, c'est que les personnes qui sont ici ne sont pas des extrémistes de la vie artificielle. Ce sont des personnes de bon sens. Et Vincent Lambert, en fait, il peut être vous, peut-être moi, ou peut-être n'importe qui d'entre nous. Là, dans le cas de Vincent Lambert, il n'y a rien à arrêter. Il n'y a pas de machine, pas de traitement. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Ce qui n'a rien à voir avec les cas personnels qu'on a pu vivre, que les différentes familles ont pu vivre. Voilà, et c'est pour ça qu'elles sont là. Pour compléter ma réponse à votre question précédente, personne n'aurait voulu vivre dans cet état, personne n'aurait voulu vivre avec un AVC. Moi, le nombre de patients, ça fait plus de 30 ans que j'exerce la médecine, le nombre de patients, on nous dit que 90% des Français sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté, dans des enquêtes. C'est vrai, mais je le conçois, vu la façon dont sont posées les questions. Ils ne peuvent que répondre ça. Moi, je le dis au quotidien, les patients meurent dans mon service, on arrête les dénutritions, on arrête les traitements, enfin, c'est évident, il y a des moments où ça devient et les familles le comprennent. Futile, disent les Américains. Effectivement, et on prend cette décision avec la famille, on explique le pourquoi du comment, c'est parfois difficile, ça demande du temps. Mais des personnes qui demandent à partir, qui m'ont fait la demande explicite d'abréger leur jour, je les compte sur mes doigts d'une main. C'est ce que j'ai dit au président du Conseil d'État récemment, qui m'a posé la question. Je lui ai dit, mais où sont ces 90% de Français favorables à l'euthanasie? Je ne les vois pas, je ne les connais pas. Je pense que c'est plus, on cherche plus à se rassurer en se disant qu'au fond, j'ai une solution si je dois souffrir atrocement, je veux pouvoir partir. Je ne veux pas que ça dure. Mais c'est normal. Est-ce que ça se fait sur des cas minoritaires finalement pour essayer de généraliser une politique qui est une politique quasi eugéniste quand on y pense, qui implique des handicapés, des personnes en collectif âgées? Est-ce qu'on ne doit pas utiliser ces cas très minoritaires justement de personnes qui ont la volonté de mourir par suicide assisté pour généraliser cette politique eugéniste? Sans être juriste ou élu, votant les lois, c'est un peu mon sentiment qu'on entre par l'exception, ce qui va permettre ensuite la généralisation de ce qu'on n'aurait pas pu d'emblée dire s'il avait fallu généraliser. Il y a de nombreux exemples. La médecine, c'est vrai, connaît beaucoup d'exceptions de situations. Chaque situation est individuelle. Il nous a dit, Vincent Lambert, parmi les 1700 personnes qui attachent en état, il est unique. C'est vrai. Pour autant, d'un point de vue médical, je ne vois pas quelle est sa singularité. Du point de vue de son histoire, pas beaucoup plus. Et je tiens à redire, parce que c'est un propos qui m'a profondément choqué de la part de M. Leonetti, disant que cette histoire de Vincent Lambert, ça n'est plus un problème médical. Je suis là pour dire que c'est encore un problème médical. Ça n'est plus un problème de justice. Je laisse les gens de l'art répondre. Ça n'est plus qu'un problème familial. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette erreur médicale qui a divisé, déchiré cette famille, on n'en serait pas là aujourd'hui. Avec une maladresse, d'avoir pris une décision de faire mourir quelqu'un sans interroger la famille, sans en parler, sans l'informer. Je rappelle que c'est un des frères de Vincent qui a découvert fortement un beau jour que Vincent n'était plus nourri. Alors que déjà depuis 20 jours, c'était arrêté. Rien n'avait été dit à la famille que l'épouse qui avait été mise dans la confidence. Oh là là, c'est un cinglé ce type. C'est un cinglé ce médecin. On vous remercie, docteur.